Bienvenue dans ce nouvel épisode, deuxième épisode sur la RDC, donc la République démocratique du Congo. Je vous invite à aller écouter le premier épisode dessus pour avoir toute l'introduction du sujet, etc. Alors pour ce deuxième chapitre, je voulais que tu me racontes l'histoire d'une patiente que tu as rencontrée lors de ta mission en 2019 à l'hôpital de Panzi, donc dans l'est du Congo, qui s'appelle Henriette. Donc, est-ce que tu veux me raconter son histoire? Alors bonjour, l'histoire d'Henriette est une histoire dramatique. C'est une petite bantoue. Alors il faut savoir que dans l'est du Congo, dans cette région qu'on appelle le Kivu, j'ai été en mission donc à l'hôpital Panzi qui est dans le sud Kivu, dans un quartier de Bukavu, qui est la ville principale donc de cette région de l'est du Congo. Et donc c'est un hôpital qui répare notamment toutes les victimes des violences sexuelles, puisque tu sais, il y a une guerre civile dans la région, il y a beaucoup de violences et de mutilations. Et donc les patients arrivent régulièrement et sont pris en charge par l'équipe du professeur Denis Mukwege. Donc nous, pendant la première mission, on était sur place au bloc opératoire, et puis un jour on a vu arriver, on nous a présenté une petite bantoue. Alors les Bantous, c'est l'ethnie principale de cette région. Il y a plusieurs ethnies, mais alors les Bantous, c'est un peu les pygmées, quoi. Ils sont tout petits. C'est tout petit. Donc je vois cette toute petite Henriette, très mignonne. Et donc je la vois avec son pagne autour, etc. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? On m'explique qu'elle a une fistule vésico-vaginale et une amputation d'une partie du périnée. Alors on m'explique exactement son histoire. Alors c'est une petite Bantou, très jeune, qui était enceinte et qui a accouché. Mais en accouchant, la tête est restée bloquée dans le bassin. Comme c'est un petit spécimen, une petite femme, son bassin n'était pas assez large. Donc le bébé en sortant, les jambes sont sorties, les bras sont sortis, mais la tête est restée coincée. Et donc comme c'est la partie la plus grosse chez un enfant, la tête était bloquée dans le bassin. Donc elle avait entre les jambes ce petit bébé, ce nouveau-né, qui forcément est mort. Et donc, comme il est mort, elle est restée 48 heures comme ça, avec cet enfant mort entre les jambes. Et donc là, localement, dans un dispensaire, une case de santé, je ne sais pas qui, pour la libérer, a coupé la tête du bébé. Mais il a fait ça un peu violemment, parce qu'en lui coupant, je ne sais pas avec quoi, avec un couteau, j'imagine, il a décapité l'enfant pour qu'elle puisse être libérée. Et surtout, il lui a coupé les grandes lèvres, toute une partie du périnée, quoi. C'est une amputation Ah ouais, carrément, complète. quoi. Donc Mon cette Dieu. pauvre petite Henriette a été prise en charge ensuite dans un dispensaire de Brousse, où ils lui ont fait une extraction de la tête de l'enfant. Donc par manipulation endovaginale, ils ont réussi à extraire la tête, et tout ça pour lui sauver la vie. Donc cette Hmm. petite Henriette s'est présentée donc à l'hôpital de Panzi, et on m'a présenté le cas, et donc avec Henri-Jean-Philippe, mon collègue gynécologue, on était très embêtés parce qu'on ne savait pas quoi faire. Dans un premier temps, comme elle avait eu une mutilation, elle avait un accolement, si le vagin était complètement fermé. Donc les Ok. grandes lèvres étaient mutilées, et le vagin était complètement resserré, fermé. Donc il a fallu, sur le plan gynécologique, que le professeur Henri-Jean-Philippe réouvre tout le vagin, c'est-à-dire qu'il dissèque, etc., tout le vagin pour pouvoir qu'on puisse réaccéder, et puis qu'on puisse aussi surtout pouvoir accéder pour traiter la fistule, parce qu'elle avait une fistule, c'est-à-dire un trou entre la vessie et le vagin. Donc dans un premier temps, les gynécologues sont intervenus pour ouvrir le vagin, et moi je suis intervenu avec des lambeaux pour réparer le tunnel, si tu veux, le tunnel qui est le vagin. Pour pouvoir le réparer, il a fallu faire des lambeaux, apporter des lambeaux avec de la peau, des muscles, etc., pour pouvoir refaire ce tunnel pour qu'elle puisse de nouveau avoir un vagin et faire pipi normalement, etc. Et donc, pendant ce temps-là également, les gynécologues en ont profité pour traiter la fistule. Et donc, tout s'est très bien passé. Et ça m'a horriblement choqué, parce que déjà, une bantoue, c'est tout petit. Donc déjà, une petite femme, c'était très amusant, parce que elle était toute mignonne, etc. Et de voir ce niveau de mutilation. Alors, c'est pas une mutilation au sens propre du terme, dans le sens où elle n'a pas été agressée par des bandits, par des milices qui généralement vont couper les grandes veines, donner des coups de couteau dans le vagin. C'est une violence sociale, je dirais, parce que c'est le bas niveau de prise en charge thérapeutique dans Brousse.
c'est une sorte de violence. C'est-à-dire que les petites filles, quand elles accouchent et qu'elles accouchent dans ces conditions-là, elles peuvent même mourir, parce que l'enfant meurt et elles peuvent mourir. Bien Donc sûr. ce sont des vraies violences, mais que ce ne sont pas des violences, c'est des violences indirectes, sociales, dues au fait qu'elles ont un niveau de vie catastrophique. Donc ça, moi, j'avais jamais vu. J'avais jamais vu ce niveau de mutilation et de circonstances. Et j'avoue que j'avais été très très choqué, mais bon, la petite Henriette, quand on est parti, avait de nouveau une belle cicatrisation, et puis les gynécologues avaient réparé leur fistule. En plus, elle avait une fistule, donc ça c'était une histoire qui m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce que c'est une fistule? Alors une fistule vésico-vaginale, c'est très simple, c'est un trou entre la vessie et le vagin. Parce que quand le bébé est dans le bassin et que tu vas accoucher, le bébé descend. En descendant, la tête, quand tu as un petit bassin, quand tu es une petite fille ou quand tu as un bassin très étroit, donc elle c'était une pygmée, si tu veux, donc elle avait un bassin très étroit, la tête va rester bloquée. Et comme la tête est bloquée, l'os de la tête, enfin le crâne va appuyer sur les tissus et va coincer les tissus entre le bassin et la tête. Donc les tissus vont être écrasés, et ils vont mourir et ils vont faire des trous. Donc cette pression, si tu veux, sur les tissus pendant plusieurs heures, va créer des trous entre la vessie et le vagin. Ce qui veut dire que quand la vessie se remplit, normalement, quand l'urine arrive par les reins et qu'elle va dans la vessie c'est une poche, et toi tu décides d'aller faire pipi ou pas. Là, c'est plus possible, puisque la vessie, comme elle est trouée et qu'elle a un trou entre la vessie et le vagin, eh ben, l'urine va directement dans le vagin. Ce qui veut dire que ce sont des jeunes femmes qui ont de l'urine en permanence qui coule. Ah ouais, donc ok. c'est horrible parce que ça sent le pipi. Elles ont plein d'urine sur les cuisses, donc elles ont des problèmes cutanés, etc. Et donc c'est une horreur. Et quand ça arrive chez les femmes mariées, ou chez les femmes qui vivent en couple, elles sont répudiées par le mari parce que ça sent mauvais, ça sent l'urine, elles ont toujours des pagnes qu'elles changent tout le temps, mais dès que l'urine va sur le pagne, ça sent l'urine, donc c'est répugnant, donc elles sont rejetées, donc elles ont une double agression, elles ont une agression physique et une agression sociale, donc elles vivent l'enfer. Et moi j'ai découvert la fistule avec les gynécologues, à Mundou, avec les équipes d'Action Santé Femmes. Et vraiment, c'est pour moi une chirurgie qui est extraordinaire parce qu'en 2 heures d'opération, on va fermer ce trou entre la vessie et le vagin. Et donc, elle retrouve une continence. Et donc, ça, c'est extraordinaire. Et donc, c'est ça une fistule vésico-vaginale. Alors, tu as d'autres fistules entre le rectum et le vagin, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'idée, c'est que quand le bassin est trop petit et que le bébé est bloqué, il va appuyer sur les tissus et il va engendrer des trous entre la vessie et le vagin. Donc l'urine tombe directement. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle les fistules vésico-vaginales. Et donc les gynécologues réparent. Et nous, on intervient, les plasticiens, on intervient quand il y a des grosses fistules, quand il y a des gros trous. On intervient parce qu'on fait des greffes, des lambeaux, etc. Donc sur les grosses fistules, on peut intervenir avec des interventions de chirurgie réparatrice. Ok. Sur les petites fistules, dans 80% des cas, et en fonction de la localisation, tu peux, par voie vaginale, aller réparer la fistule. Et donc, il y a des équipes spécialisées dans le monde, il y a des pays qui sont très spécialisés, parce que ça, c'est vraiment une pathologie de l'Afrique ou des pays en voie de développement. Et on en parle peu. On en parle peu parce que c'est pas la mode, et puis c'est pas médiatique, le pipi, tu vois, tout ça, c'est pas waouh, c'est pas médiatique, c'est pas, tu vois, ça a pas d'image très jolie sur le plan médiatique, mais c'est un fléau, c'est vraiment une horreur, et ces femmes vivent l'enfer. Et puis votre intervention aussi de réparer ça a un aspect social, puisque, comme tu dis, la femme qui est rejetée, du coup... Ah bien sûr. On répare la vessie, on répare le vagin, donc elles peuvent du jour au lendemain avoir une continence, ne plus uriner, donc ça permet une réinsertion sociale, familiale extraordinaire. Ah mais c'est les femmes, moi j'ai trouvé ça magique. La première fois que j'ai rencontré les fistules, c'est au Tchad. J'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé ces chirurgiens, ces gynécologues qui faisaient ça, des magiciens. Parce que c'est vraiment des femmes qui vivent l'enfer, je dis bien l'enfer, comme des esclaves. Elles sont rejetées, elles sont battues, etc. Et 2 heures d'opération, quand ça se passe bien, elles retrouvent une vie quasiment normale. Donc c'est vraiment de la magie. Vraiment, c'est une intervention de chirurgie réparatrice faite par des gynécologues ou des urologues. C'est vraiment une intervention magique, et j'ai découvert ça vraiment... Et donc, notamment donc, en RDC, dans les mutilations, tu as aussi des fistules. Donc, c'est ce que fait l'hôpital de Panzi. D'un point de vue médical, comment décrirais-tu l'ampleur et la spécificité des violences sexuelles commises dans la région du Kivu? Dans le Kivu, la
La spécificité, c'est que les victimes des violences sexuelles est due aux conflits sociaux de guerre civile de la région. C'est-à-dire que ces violences sont engendrées par des milices, des bandits, par des militaires parfois, par une guérilla locale. Et donc c'est une arme de guerre. C'est une arme, on peut dire, de destruction massive qui est utilisée par les milices locales pour faire fuir les gens des villages, pour les racketter, pour les voler, donc c'est vraiment la violence sexuelle est secondaire aux conflits de guerre civile locaux. C'est pas dû à des accidents, c'est pas dû à une sous-alimentation, c'est pas dû à tu vois, c'est pas secondaire, c'est pas de la médecine ou de la chirurgie secondaire à un mauvais niveau de vie. C'est directement lié aux conflits sociaux et notamment de guerre civile locaux. Mais de manière plus large, comment tes compétences en chirurgie réparatrice se combinent-elles avec la prise en charge gynécologique par les victimes? Eh bien, pour la prise en charge réparatrice dans ces violences et dans ces mutilations suite aux violences sexuelles, la chirurgie réparatrice intervient en complément de l'acte gynécologique. Donc, on intervient vraiment en binôme. Le gynécologue va traiter la partie gynécologique sur le vagin, sur l'utérus ou sur la vessie. Et le chirurgien réparateur, lui, va fermer les pertes de substances. Pour résumer, si tu veux, quand tu as un petit trou, on peut, par des techniques locales, fermer le trou. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'exemple des fistules vésico-vaginales, un trou entre la vessie et le vagin, ben, si c'est petit, on peut, par des gestes locaux, fermer le trou. Mais quand le trou est trop gros, il faut apporter des tissus bien vascularisés, et c'est là qu'intervient toute la chirurgie réparatrice. Donc on intervient pour aller boucher les gros trous, si tu veux. D'accord ? Donc on intervient de manière complémentaire. Moi, j'ai besoin pour toute cette réparation du gynécologue ou de l'urologue pour venir faire le temps gynécologique ou urologique, que je connais moins bien que l'urologue ou le gynécologue. Et ensuite, pour la réparation des tissus, là, lui, il a besoin du chirurgien plasticien parce qu'il ne connaît pas toutes les techniques de lambeaux, de greffe, etc., que nous, on va pouvoir lui apporter. Donc c'est une chirurgie où vraiment on travaille en binôme, comme dans beaucoup de chirurgies d'ailleurs, réparatrices. On intervient souvent en complément ou avec une autre spécialité pour que la réparation soit la plus jolie possible. Les patients que tu as traités à Panzi se retrouvent-ils souvent dans un état physique et psychologique particulièrement complexe ? Bien sûr. Alors là, dans ce type de violence, il y a toute une prise en charge qui est très bien faite d'ailleurs dans la fondation Panzi, qui a été créée par le docteur Mukwege. Et ça, c'est formidable ce qu'il est arrivé à faire, parce que dès qu'une femme est orientée ou identifiée comme VVS, victime de violences sexuelles, déjà elle est prise en charge. Elle est prise en charge avec complètement sur le plan financier, c'est-à-dire que les opérations sont gratuites, son hospitalisation est gratuite. Et la réparation n'est pas seulement une réparation physique, elle est sociologique, elle est juridique, elle est psychologique. Il y a une réparation qui se fait à différents niveaux, donc les femmes sont vraiment réintégrées. Et ce qui est magique dans la Fondation Panzi et tout ce que fait le docteur Mukwege, c'est qu'il a compris que la réparation n'était pas seulement une réparation médicale. Il y a une réparation qui est globale. Donc il les réintègre, il leur réapprend un boulot, un job, il leur donne un métier, il les forme pour qu'elles puissent refaire un petit travail de couture ou des choses comme ça. Il y a une réparation psychologique forcément. Donc ça, il n'y a que les psychologues locaux qui peuvent intervenir, parce que sur le plan ethnologique, tu penses bien que la compréhension de cette pathologie, de cette agression ne peut se faire qu'avec des mots et des référents culturels locaux. C'est ce que moi j'appelle l'ethnochirurgie, c'est-à-dire que l'acte chirurgical doit être intégré dans la culture locale, parce que l'image du corps, l'image du viol, qu'est-ce que représente un viol, que représente un bébé, qu'est-ce que représente une mutilation, pourquoi l'homme ou l'humain ou le milicien va mutiler cette partie. C'est étrange quand même, pourquoi il ne mutile pas le visage? Alors, dans d'autres guerres civiles que j'ai vues moi en Afrique, il y a des mutilations qui se font spécifiquement, par exemple, sur la bouche et les oreilles. Moi, j'ai vu des endroits où la façon de mutiler l'adversaire était de lui couper les lèvres, ça veut dire tu ne dois pas parler, et couper les oreilles, c'est-à-dire tu ne dois pas entendre. En Sierra Leone, quand il y avait la guerre civile à l'époque, ils amputaient les avant-bras.
short sleeve, long sleeve, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu avais fait, on te faisait une amputation du bras de manière courte ou longue. Et donc c'était vraiment, il y avait une signification dans l'amputation et dans la région anatomique que tu amputais qui était spécifique au conflit. Donc ça, tu ne peux le comprendre que sur le plan ethnologique. Et là, de manière spécifique, l'agression de l'homme, du bandit, du milicien, va se faire sur le périnée, le vagin. Comme si on voulait, je ne sais pas, que la patiente ne reproduise plus, ou bien peut-être qu'elle fasse un enfant milicien. Je ne sais pas, tu vois, il y a toute une signification, et ça ne peut être expliqué que par la compréhension de la signification de la guerre locale. Nous, Européens, on n'y comprend rien, donc on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le comprendre. Ensuite, il y a le langage. Il y a beaucoup d'ethnies, tu sais, il y a les Bantous, il y a plein d'ethnies. Donc toute la réparation psychologique ne peut être faite que localement, et elle est faite probablement. Mais ce qu'il y a de formidable dans cette prise en charge par Denis, c'est que la réparation est globale. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quel rôle joue la chirurgie réparatrice dans la réhabilitation des victimes ? Bien, la chirurgie réparatrice dans ces victimes-là, elle est importante parce qu'elle va apporter une réparation déjà fonctionnelle du corps mutilé, c'est-à-dire que si le vagin est bouché, on va le déboucher, on va en refaire un canal. S'il y a une fistule, s'il y a un trou, on va le boucher pour empêcher l'urine de passer. Tu vois, il y a une réparation anatomique et puis il y a aussi une réparation esthétique. Et j'en reviens toujours à cet aspect humanitaire de l'esthétique, à cette fonction réparatrice de l'esthétique. C'est-à-dire qu'un périnée, petite lèvre, grande lèvre, quand tu vas réparer ce périnée, tu vas essayer de le faire pour que ça ressemble à un périnée. Pour pas que ce soit simplement quelque chose de vilain, de séquelaire, etc. Donc l'intervention de la chirurgie réparatrice, elle est à la fois fonctionnelle et toujours avec une finalité esthétique, pour refaire un périnée qui soit, à défaut d'être beau, au moins normal, pour pas que la patiente se sente vraiment handicapée, mutilée, etc. Donc la chirurgie réparatrice a vraiment une fonction de réparation. Et c'est l'aspect réparateur de la chirurgie esthétique. Et est-ce que tu trouves que les moyens sont suffisants pour répondre aux besoins dans cette région ? Les moyens sont forcément insuffisants. D'abord, ils sont insuffisants parce que tout est une question d'argent, comme d'habitude. Ouais. C'est-à-dire que plus tu auras de médicaments, de produits d'anesthésie, de chirurgiens, etc., plus tu pourras opérer de patients. Et donc la Fondation Panzi, aujourd'hui, elle vit sur des donations qui viennent du monde entier. Et de surcroît, depuis que Denis Mukwege est prix Nobel, donc ça lui a fait, ça l'a fait mettre dans la lumière et ça lui a fait apporter beaucoup de fonds. Et tous ces fonds servent à la réparation. Donc le nerf de la guerre, comme on dit, c'est l'argent. Donc les moyens, c'est l'argent. Plus il aura d'argent, plus il pourra opérer plus de patients. Les moyens, c'est aussi, je dirais, la formation. Il faut beaucoup plus de gynécologues spécialisés dans la chirurgie de la fistule, qui est très spécifique, dans la chirurgie réparatrice. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris. C'est-à-dire qu'on va essayer de former, et je pense qu'il faut qu'ils se forment dans la chirurgie réparatrice. Donc les moyens, c'est l'argent et puis la formation. Et tu penses que la formation, elle est faisable là-bas ? Bien sûr. En RDC, les chirurgiens sont hyper malins, hyper compétents, il n'y a aucun problème. Ça, il n'y a aucun problème. Il suffit simplement qu'ils soient formés à des techniques qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Parce qu'en Afrique, à la base, tu fais de la gynéco, tu fais de l'orthopédie, tu fais des choses pratiques qui te servent au quotidien. Pour eux, la chirurgie réparatrice a été longtemps secondaire. Tu vois, par exemple, à la Fondation Panzi, qui est un hôpital de gynécologie, qui traite la femme et l'enfant, eh bien, dans toute la chirurgie de la femme, par exemple, la reconstruction du sein n'existe pas. Quand il y a un cancer du sein qui coupe le sein, il ne se pose même pas la question de la reconstruction. C'est quelque chose qui n'existe pas parce que ce n'est pas dans la culture. Et puis, il faut que ça vienne par étapes. Pour eux, c'est secondaire pour le moment. Dans leur hiérarchie des besoins, ils doivent sauver la vie des gens, ils doivent aller à l'essentiel. Et nous, on a toute cette chirurgie parce qu'on a dépassé le traitement essentiel. Donc, petit à petit, nous, on s'est spécialisé, on peut apporter beaucoup de choses aux patients parce qu'on est riche et parce qu'on a les moyens. En Afrique, là-bas, la chirurgie réparatrice est inexistante. Et les moyens que l'on peut apporter, c'est des équipes pour les former. Et à terme, ils seront complètement autonomes. Et donc d'ailleurs à l'hôpital de Panzi, dans un premier temps, apporter la chirurgie réparatrice du périnée pour réparer toutes ces séquelles de violence.
réparer les fistules. Ensuite, la prochaine étape, ça sera réparer également les autres pathologies, les séquelles d'accidents, les séquelles de coups de coupe-coupe, tous les séquelles de guerre aussi, parce qu'il y a beaucoup de mutilations avec les plaies par arme à feu. Un peu moins de bombes, c'est plutôt des coups de machette, des coups de fusil, des coups de kalachnikov. Donc ça, c'est une mutilation spécifique pour laquelle nous, on peut intervenir et former les gens à ce type de réparation. Et ensuite, il y aura la réparation des cancers du sein, la prise en charge secondaire, etc. Il y a un gros programme pour nous. Et est-ce que tu peux dire qu'en RDC, à travers les violences sexuelles que tu as vues, dont tu as été témoin, est-ce que tu peux dire que tu as vu l'horreur? Ah oui, oui, oui. Oui, j'ai vu l'horreur parce que l'horreur, elle est à plusieurs niveaux. Elle est au niveau individuel, parce que ce type de mutilation est horrible. C'est horrible. Moi, je te dis franchement, je ne savais pas que l'homme pouvait être capable de faire des choses comme ça. Donc c'est une horreur. Quand tu essaies de conceptualiser, tu te dis que le mec, il est là, il vient, il va mutiler, il va rentrer des choses dans le vagin, il va te donner un coup de fusil. Tu vois des choses inimaginables, déjà. Donc au niveau humain, c'est horrible. Au niveau du village et de ce que vivent ces populations, la terreur constante, c'est-à-dire des milices qui arrivent, qui attaquent, qui tuent tout un village, qui mutilent. C'est horrible. Et puis surtout, ces gens ne sont pas du tout aidés, ils ne sont pas du tout protégés. Il faut que tu imagines, toi, aujourd'hui, tu es à Paris, et puis il y a une horde de gens qui attaquent, qui mutilent, qui violent, qui coupent. C'est une non-assistance à personne en danger est inconcevable. Moi, j'étais choqué sur le plan individuel, mais sur le plan collectif aussi. Et puis cette absence de régulation, cette absence d'armée. C'est-à-dire que j'ai même appris là-bas que les patients, ils ont plus peur parfois de l'armée, des militaires, que des miliciens, parce que les militaires sont voués, sont pas surveillés, et il y a une corruption énorme, etc. Et donc, j'ai vu des patients, moi, à l'hôpital, qui avaient peur des militaires. Je dis, mais pourquoi vous avez peur des militaires? Ils sont pires que les miliciens, parce que, enfin, c'est terrible. La population là-bas est terrible, est terrible. J'ai été choqué par ce genre de séjour. Ouais. Et est-ce que tu as remarqué une certaine appétence à se reconstruire de la part des femmes? Oui, bien sûr. Bien sûr, que j'ai vu une compétence d'abord parce que dans la Fondation Panzi, ils ont des rituels. À la fin de chaque repas, ils chantent, ils tapent des mains, etc. C'est extraordinaire, la solidarité entre les femmes, parce que tu vois quand même des scènes de bonheur avec des femmes qui sont à l'atelier couture, qui sont à l'atelier lingerie. Tu les vois, elles bricolent, et puis elles se marrent, et puis il y a une complicité, et puis il y a les enfants. À l'heure du goûter, ça gueule. Tout le monde... Enfin, si, quand même, il y a une espèce de solidarité et de résilience extraordinaire. Peut-être parce qu'elles savent qu'elles sont en sécurité à la Fondation, je ne sais pas, mais forcément, il y a une résilience et une solidarité entre les femmes, bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, comme je dis toujours, c'est la femme qui sauvera l'Afrique. Enfin, personnellement, c'est ce que je crois, c'est toujours cru, qui développera et surtout qui sauvera l'Afrique. Donc il y a une résilience, une vraie résilience, oui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire ce que vous en avez pensé.